Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école du quotidien. Au sommaire aujourd'hui, la Seconde Guerre mondiale. C'est sans doute un des sujets majeurs des programmes d'histoire depuis 80 ans. Mais quelle fut la place des enfants dans cette guerre et surtout comment l'ont-ils vécu? On va poser la question à Camille Mahé, elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Guillaume Buand. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est la journée internationale de l'alphabétisation. Elle vient tout juste d'avoir lieu. Petite séquence de rattrapage avec Guillaume pour revenir sur ces enjeux. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Amélie Paris pour les années collège. Des centaines de milliers de personnes ont vibré avec les athlètes du Club France, ou du moins au Club France à Paris, à la Villette. Et bien les collégiens de Maurice Utrio, le collège d'Amélie Paris, ils ont eu droit à leur Club France, à eux, un mini-club 2024. Elle va tout vous raconter. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Que te dire des hommes? Ils sont extrêmement divers, bien que tous connaissent le même destin. Mais si pendant l'orage, tous s'efforcent de s'abriter de la pluie, cela ne veut pas encore dire que tous les hommes sont semblables. Et d'ailleurs, chacun s'abrite à sa façon. Cette citation, elle est extraite du monument de Vassili Grossman, Vie et Destin, d'ailleurs récemment réédité chez Calman Levy, et elle figure en exergue du livre de l'historienne Camille Mahé. Alors vous remplacez homme par enfant, et vous avez le résumé d'une certaine façon de son projet de thèse, devenu livre, La Seconde Guerre mondiale des enfants. Le livre vient de sortir aux presses universitaires de France. Camille Mahé, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences à Sciences Po Strasbourg, chercheuse au laboratoire interdisciplinaire en études culturelles. Vous publiez donc cette somme extrêmement impressionnante et non moins passionnante sur un sujet largement étudié, mais pas sous cet angle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, de raconter cette guerre à hauteur d'enfant, un mot de vos sources, parce que c'est extrêmement important. Évidemment, vous vous êtes appuyé sur des récits produits après la guerre, mais aussi, j'allais dire, surtout beaucoup sur des traces laissées par les enfants français, allemands et italiens pendant la guerre. Oui, effectivement, c'était ce qui me tenait à cœur et ce qui a été au fondement de l'idée même de la thèse et de cet ouvrage, c'était de donner voix aux enfants qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale et aussi l'après-guerre. Et donc, je me suis appuyée pour ça sur les différentes sources qu'ils ont produites. Donc, c'est quoi? Des cahiers, des carnets, des dessins, des textes, des lettres? Principalement des dessins d'enfants, des journaux intimes, des lettres aussi qu'ils échangent avec la famille. Mais ces sources-là, elles sont extrêmement difficiles à trouver. Donc, il faut un peu voyager partout et être astucieux pour en chercher. Et une grande majorité quand même du corpus reste les rédactions scolaires et les travaux scolaires parce que le XXe siècle et surtout l'après-Seconde Guerre mondiale, c'est un moment où on fait beaucoup écrire les enfants. Sur leur expérience, sur leur vécu, sur la guerre. De la guerre, de l'après-guerre. Il y a énormément d'enseignements dans ce livre. Le premier que je vais retenir, c'est d'abord que c'est une expérience extrêmement plurielle. Évidemment, la nationalité compte. C'est pas pareil d'être un enfant français, allemand, italien, et surtout, ce n'est pas pareil de l'être à différents moments de la guerre. Mais au fond, il y a d'autres facteurs qui expliquent plus les différences de vécu. Alors effectivement, et ça a été une des grandes surprises du livre et d'ailleurs des archives. Plus je creusais dans ces témoignages et ces récits d'enfants, plus je me suis rendu compte qu'il y avait une extrême diversité dans les expériences et que finalement, la nationalité jouait assez peu dans l'expérience. Alors là, l'ouvrage, il faut quand même préciser, est sur le front ouest, qui est vraiment spécifique et distinct des expériences du front de l'Est. Mais finalement, la nationalité compte assez peu, ce qui est surprenant. En revanche, ce qui va être très important, c'est l'origine géographique. Donc, est-ce que vous allez grandir à la ville ou à la campagne? L'expérience ne sera pas la même. En ville, vous avez les bombardements, il manque de la nourriture. À la campagne, la guerre est un peu moins visible. Et avec les potagers, on se débrouille. L'entraide, etc., on se débrouille. Et la conséquence aussi, c'est que pour ce qui est des effets de la guerre, on va dire physiques, sur les questions de nutrition, de santé, finalement, on retrouve à peu près la même chose que pour les expériences. Ceux qui vivent à la ville souffrent davantage, ont plus de carences, sont davantage malades que ceux qui vivent à la campagne. Pardon. Il y a quelque chose que vous rappelez qui a été une deuxième surprise. Alors, deuxième surprise, au fond, on le sait, mais on ne le raconte pas beaucoup finalement parce que c'est pas joli. C'est qu'au tout début de la guerre, il y a une certaine insouciance, voire de la joie. Ça rappelle un peu le à Berlin, nach Berlin, on va y aller, parce que l'opinion, et notamment l'opinion enfantine, a été travaillée par des discours extrêmement guerriers, chauffés à blanc après la Première Guerre mondiale. Oui, exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1939, quand la guerre éclate, la guerre est très présente dans la société en général, ne serait-ce que parce que chaque famille française et allemande notamment a un parent, un oncle, un frère, etc., qui est décédé ou qui est revenu mutilé ou traumatisé de la Première Guerre mondiale.
Et donc ça imprègne les récits familiaux. Et aussi, dans tout ce qu'on appelle la culture matérielle enfantine, donc les jouets, la littérature et aussi les discours scolaires, la guerre est très présente. Et donc les enfants, toute cette guerre présente crée une forme d'imaginaire pour les enfants qui sont finalement attirés. Et quand le conflit éclate, ils sont assez contents parce qu'ils vont avoir l'impression de vivre une aventure. Un imaginaire de guerre séduisant, dites-vous. Et alors, sur les bombardements, puisque vous en parlez il y a quelques instants, ça peut être l'horreur, ça peut être la terreur, mais vous avez trouvé des traces aussi d'une forme de fascination, comme on parlerait d'un gigantesque feu d'artifice. Exactement. Alors, pour ce qui est des feux d'artifice, on retrouve, et ça c'est aussi quelque chose qu'on retrouve par-delà les frontières, donc à la fois en France, mais aussi en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni, c'est que pour les enfants, un bombardement, la nuit, c'est quelque chose qui brille, on aperçoit les lumières au loin, c'est un feu d'artifice, c'est un spectacle. Et donc la guerre ne fait pas forcément peur aux enfants. Tant qu'on n'est pas en dessous, on peut la regarder. Ce que vous dites aussi sur les conditions de vie, qu'on oublie un petit peu, et alors notamment dans les villes, c'est que l'insalubrité, la précarité du logement, c'est le reflet, je vous cite, d'une pénurie qui existait déjà avant-guerre. Aussi bien en France qu'en Allemagne. On peut se remémorer, il y a une série qui s'appelle Babylone-Berlin qui raconte aussi le Berlin un peu de l'entre-deux-guerres, qui montre qu'on vivait extraordinairement mal. Donc finalement, il y a un décalage quand la guerre commence. Mais on ne vivait pas bien avant. Pour certains enfants dans les quartiers populaires. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, on parlait des différences en fonction de l'origine géographique, mais l'origine sociale joue aussi énormément. Se renforce en fait une forme de précarité avec la guerre, et donc elle renforce une précarité déjà mais qui était déjà là. Voilà, qui était déjà là. Camille Maé, la fin officielle des combats, elle date de mai 1945, mais la guerre continue d'innerver le quotidien des enfants par la suite. Au moment de la libération, il y a de l'euphorie, mais, soulignez-vous, une forme de désenchantement chez certains. Exactement. Alors au départ, cette paix qui arrive, cette libération, elle est fêtée et les enfants sont très heureux, surtout que dans un contexte de pénurie, ils savent que la paix signifie manger à sa faim, retrouver ses proches, et finalement, donc on est heureux, et les enfants se rendent vite compte qu'il n'y a pas grand-chose qui change dans leur quotidien, et donc il y a une grande déception, puisqu'on se rend compte que la guerre, est-ce qu'elle s'est vraiment arrêtée? Finalement, pas tant, puisque la situation n'a pas changé. Et elle va mettre 4-5 ans à s'arrêter, c'est-à-dire vous situez aux années 48-50, le moment où il y a suffisamment de stabilité matérielle, alimentaire, de sécurité dans les villes, pour que finalement on se dise là, il y a eu un vrai changement. Oui, exactement. Alors 1949, c'est la fin du rationnement, donc il faut savoir quand même, pendant 4 ans après la guerre, les difficultés donc, pour se vêtir, pour se loger, se chauffer, se nourrir sont assez fortes. D'autant qu'en 1946-1947, il y a une crise alimentaire mondiale et l'un des hivers les plus froids du XXe siècle. Donc quand on vit dans les ruines, c'est assez compliqué. Et 1948-49, on peut considérer qu'une grande partie des villes sont plus ou moins reconstruites ou déblayées et où les pères, notamment qui étaient faits prisonniers, sont revenus de la guerre. Le retour des pères, l'école aussi qui a eu des changements considérables. Un mot juste de ça, de l'école de l'après-guerre. C'est une école très particulière. C'est une école qui déploie une pédagogie autour de la guerre avec une injonction morale, une injonction mémorielle. Effectivement, alors c'est ce qui pourrait être une forme de paradoxe, puisque en général, alors l'historiographie a montré que les sociétés se démobilisent après-guerre. On rentre dans un processus de pacification, pour le dire un peu grossièrement, qui peut en 1945 s'incarner dans la création de l'ONU pour fédérer les populations. Et on constate qu'à l'école, il y a une sorte de mouvement inverse, une forme de remobilisation des enfants dans ce contexte de guerre, pour les remobiliser, pour être les porteurs de la mémoire. Et donc, finalement, ils restent dans une forme d'état de guerre après la guerre. La Seconde Guerre mondiale des enfants, Allemagne, France, Italie, 1943-1949, c'est le titre de la version grand public de la thèse de Camille Maé qui vient de sortir au PUF. Camille Maé que l'on retrouve dans quelques instants pour la suite du Grand Oral. Pour l'heure, l'Anti-Sèche, Guillaume Buan. Guillaume, bonjour. Bonjour Emmanuel. Il y a quelques jours de cela, on a célébré la journée internationale de l'alphabétisation. Véritable problème mondial, un phénomène qui touche des millions de personnes de par le monde. Effectivement, l'analphabétisme, c'est le fait de ne savoir ni lire ni écrire, un problème qui touche 14% de la population mondiale. Qui est distinct de l'illettrisme. Exactement. On définit les termes, c'est important. C'est pour ça, c'est le fait de ne pas maîtriser ces deux notions, malgré le fait d'être passé à l'école. Et là, on parle de 4% de Français qui sont âgés, alors c'est assez vaste, entre 18
À 64 ans. D'ailleurs, aujourd'hui, on a plus de 750 millions d'adultes dans le monde qui sont analphabètes, 250 millions d'enfants qui ne sont pas scolarisés. En France, cela représente 3 millions de personnes qui sont illettrées ou analphabètes, on précise. Un problème qui a été pris d'ailleurs à bras-le-corps par les Nations Unies, à tel point que l'alphabétisation est au cœur de leur objectif de développement, et ce à l'horizon 2030. On parlait de ce qui a été hérité de la Seconde Guerre mondiale à l'instant avec Camille Mahé. Il y a notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme 1948, l'éducation inscrite comme un droit humain fondamental. Effectivement, il est toujours bon de le rappeler, ainsi que dans la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement qui a été adoptée en 60 cette fois-ci, ratifiée par près de 107 membres. Et puis en 1900, ce sont quand même près de 80% de la population mondiale qui ne savait ni lire ni écrire, mais grâce à une importante démocratisation de l'accès à l'éducation, en 2022, le taux d'alphabétisation dans le monde était de 87%. Ce sont toutefois les femmes qui restent les plus affectées par l'illettrisme. Ainsi, en 2022, 90% des hommes de plus de 15 ans dans le monde savaient lire et écrire. Les femmes n'étaient que 84%. Et dans les pays à plus faible revenu, là aussi, on voit une grosse différence. Le taux d'alphabétisation des femmes n'est que 53% en 2020, 69% pour les hommes. Alors, pour lutter justement contre l'analphabétisme, plusieurs stratégies doivent être mises en place, et ce dans les années qui arrivent, comme la construction de nouvelles écoles, mais aussi la rénovation des salles de classe, insister aussi sur la formation des professeurs. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ne pas savoir lire ou encore écrire, c'est un handicap pour trouver un travail, pour voter, pour la démocratie également, pour la vie tout simplement en société. Justement, je propose d'écouter Jean Viard, il est sociologue et il était l'invité de nos confrères de France Info, c'était le week-end dernier. L'écrit est partout. C'est une matière essentielle à l'école parce qu'on a des problèmes avec une partie des enfants qui ont une difficulté quand ils arrivent en 6e d'être complètement à l'aise en lecture, en écriture, etc. Or, ça va jouer toute leur vie parce qu'après, ils vont décrocher de l'école parce qu'ils vont s'ennuyer. Donc, il fait partie des 100 000 enfants qui quittent l'école à la fin du collège, qui se perdent dans la nature ou au début du lycée. Ça va les gêner sur le monde du travail, ça va les empêcher de progresser. Et je dirais qu'on va les retrouver 20 ans après entre le chômage et le SMIC. Et donc, je dirais leur vie, elle est toute tracée. Alors, est-ce que c'est aussi de la faute de l'éducation nationale, des écoles, des systèmes scolaires dans les différents pays? Est-ce qu'on n'a pas justement laissé, pardon l'expression, filer certains élèves? Justement, écoutez la réponse de Jean Viard. Les jeunes filles qui arrivent de l'étranger, dans les quartiers immigrés, en gros, en 2 générations, elles ont le même niveau que les autres. Pourquoi? Parce qu'elles ont une soif d'apprendre, parce qu'elles savent que c'est par l'école qu'elles vont trouver un travail et donc avoir une vie autonome. Et donc là, on voit une volonté extraordinaire. Mais dans les mêmes écoles, les mêmes classes, l'équipement scolaire de certains de nos quartiers est quand même vraiment problématique, les garçons ont beaucoup moins de résultats. Donc ça veut dire que l'apprentissage, c'est évidemment le métier des profs, le métier de l'école, et puis c'est le désir d'apprendre. C'est-à-dire comment l'enfant a le sentiment que s'il apprend, il va réussir sa vie, et qu'il va s'en sortir, et qu'il va avancer. Et ça, si vous voulez, je pense que là-dessus, il y a peut-être un vrai travail à faire dans la motivation. Qu'est-ce que c'est que la réussite sociale qui peut faire rêver un enfant? Puis pour terminer, il y a une question qui reste importante, c'est le numérique. On sait que les téléphones sont interdits dans certaines écoles. On sait que le téléphone et les réseaux sociaux sont devenus aussi un fléau. On pense à TikTok, Instagram ou autres. Alors justement, qu'en est-il du numérique en 2024? Est-ce bon pour apprendre? Écoutez une nouvelle fois Jean Viard pour sa réponse. Le siècle numérique dans lequel on est entré est un siècle de la lecture et de l'écriture. Parce que, par définition, on ne peut pas aller sur Internet si on n'a pas la lecture et l'écriture. Et donc, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas forcément de lire les auteurs classiques qui amènent à l'écriture aujourd'hui, c'est TikTok, si on peut dire des choses comme ça. Ce qui renvoie à toute une réflexion aussi sur l'éducation. Donc, c'est ça qu'il faut dire. Guillaume, merci beaucoup pour ce point consécutif à la journée internationale de l'alphabétisation. Comment les enfants de 6 à 14 ans ont-ils vécu la Seconde Guerre mondiale en Allemagne, en France, en Italie? On retrouve Camille Mahé, la suite du Grand Oral. Camille Mahé, la prière des enfants, c'est aussi le retour des pères, P-E accent grave, R-E-S, en tout cas de certains. Et ça n'a rien d'une évidence. Vu de l'extérieur, on se dit c'est chouette, papa revient. Bah non. Enfin non, pas toujours. Pas toujours, voilà, exactement. Alors en effet, les pères sont très attendus et beaucoup d'enfants ont hâte qu'ils arrivent et sont de fait heureux de revoir leur père parce qu'il leur a manqué. Il faut se dire quand même que les séparations durent depuis 3, 4, 5, voire 6 ans. Et donc, pour d'autres enfants, un nombre assez conséquent d'enfants, ce n'est pas toujours facile parce que le père est un inconnu. Il y avait ce témoignage d'un enfant qui expliquait que le père, finalement, c'est une photographie sur la table de chevet. Et c'est exactement ça. Le père est un inconnu et il est plutôt vécu comme un intrus, un étranger qui fait intrusion et qui nécessite... Il prend de la place.
il prend de la place, il revient dans le lit maternel alors que les enfants étaient habitués parfois à dormir avec leur mère. Une mère qui parfois va réserver un tout petit peu d'affection quand même au monsieur qui revient et peut-être un petit peu moins de temps ou d'attention aux enfants. Il faut partager l'amour maternel et parfois les pères reviennent avec leur expérience des combats, l'expérience de la captivité et donc peuvent aussi avoir des comportements violents à l'égard des enfants et donc ça nécessite quand même un réajustement qui n'est pas toujours heureux avec des liens qui ne se c'est pas si évident que ça. Voilà, alors ça c'est pour celles et ceux qui ont la chance de voir revenir malgré tout leur père ou leur frère ou leurs oncles ou que sais-je. Il y a aussi celles et ceux dont une partie de la famille, voire toute la famille ne revient pas, et à l'intérieur de cette catégorie, celle des enfants juifs. Alors là, c'est une catégorie à part quand même dans le bouquin. Oui, exactement. Alors c'était toute la difficulté parce qu'ils sont à la fois comme les autres enfants par rapport aux expériences de guerre, puisque eux aussi ont faim. Ils sont ils doivent affronter les dangers des bombardements et bien d'autres. Mais ils constituent quand même une catégorie à part, ne serait-ce que parce que eux sont contraints de fuir, ont des séparations brutales et courent le risque en fait de mort imminente et d'être déportés. Et après-guerre, il n'y a pas de retour systématique dans le pays d'origine pour ces enfants? Oui, exactement. Alors justement, comme c'est une catégorie à part et que dans les pays dont ils sont originaires, notamment la Pologne par exemple, des pays dans lesquels il y a encore beaucoup d'antisémitisme, ces enfants ne sont pas obligés de retourner dans les pays d'origine et peuvent choisir de migrer là où ils le souhaitent, notamment l'Amérique du Nord ou ce qu'on appelait la Palestine. Ce qui fait aussi des après-guerres d'autant plus complexes pour eux, parce que non seulement ils peuvent avoir perdu une partie de leur famille, ils ont vécu dans cette peur terrifiante pendant des années, et ensuite il faut grandir dans un nouveau pays. Il y a sur les enfants des effets de tous ordres de la guerre, physiologiques, psychiques, moraux, intellectuels, vous décrivez tout cela, mais tout comme leur vécu de la guerre, finalement dire c'est un trauma identique pour toutes et tous, c'est une erreur. Oui, exactement, c'est une erreur. On avait indiqué ensemble que tout dépend aussi de nombreux facteurs, le genre, l'origine sociale, l'origine géographique. Et donc on peut se retrouver en plein milieu de la campagne, ne pas avoir vécu les dangers de la guerre et avoir grandi heureux pendant la guerre. Et ça, c'est les témoins aussi qui en attestent. Germaine, les souvenirs que j'ai de cette période-là, c'est peut-être malheureux à dire, mais ils sont ludiques et joyeux. Par exemple. Alors, il n'y aurait pas que des comme ça. On ne va pas transformer votre bouquin en promenade de santé. Il y a beaucoup de choses très douloureuses. La Seconde Guerre mondiale, c'est quand même un moment inédit. Jamais autant d'enfants n'ont été cibles de guerre et atteints par les violences de guerre. Et ce sont des victimes. Mais l'idée, c'est aussi peut-être de souligner que la situation n'est pas homogène et qu'un enfant en guerre n'est pas nécessairement et systématiquement traumatisé, d'autant que la catégorie de traumatisme est assez spécifique et il faut la manier avec grande précaution. Et ce que vous expliquez aussi dans le livre, c'est que finalement, si on a tous dans la tête que les enfants ont fortement souffert de la guerre, c'est parce qu'un récit s'est mis en place après-guerre, pour plein de raisons, mais on peut en donner quelques-unes, qui est un récit qui dit ça finalement, qui dit que c'était une guerre contre les enfants. Oui, effectivement. Alors finalement, la Seconde Guerre mondiale, on arrive à un moment qui est à la fois le point d'aboutissement d'une évolution de longue durée avec le seuil d'abaissement de tolérance à la violence à l'égard des enfants. Par exemple, la législation contre le travail des enfants, la maltraitance. Et donc, on supporte moins les violences faites aux enfants. Et dans le même temps, la violence a existé à des niveaux inédits. Et les humanitaires ont besoin aussi de cette violence pour collecter des fonds et apporter de l'aide à ces enfants. Mais en mettant en place tout un ensemble de campagnes, ils vont grossir le trait et donner l'impression que les enfants sont uniformément victimes, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas tout à fait le cas, ils ont néanmoins été victimes et comme ils ne l'avaient jamais été dans l'histoire, vous le rappelez, ça va quand même aussi aider, alors certes à collecter des fonds pour certaines ONG, mais aussi à défendre un certain nombre de notions. Il y a notamment une notion qui s'impose en France dans le droit, c'est la notion d'intérêt supérieur de l'enfance qui irrigue aussi bien le droit de la famille que l'idée de l'ordonnance de 45 sur les mineurs, où on va d'abord considérer un enfant, même s'il a fait des trucs pas géniaux, comme victime, qu'il faut aider, qu'il faut éduquer, et non pas comme quelqu'un qu'on envoie au bagne. Oui, exactement. Et là encore, c'est une évolution de longue durée. Ce n'est pas une grande nouveauté de la Seconde Guerre mondiale, mais la Seconde Guerre mondiale crée une forme d'accélération dans la législation, et on va vraiment, à l'échelle non seulement nationale, mais aussi européenne et mondiale, considérer que les enfants ont des besoins spécifiques et qu'il faut les protéger avec des structures spécifiques, dont la fameuse loi contre la délinquance juvénile,
que vous mentionnez de février 1945. Avec d'ailleurs un tout petit mot sur la délinquance, parce que ça, vous en parlez, on a beaucoup dit explosion de la délinquance des enfants après-guerre. D'abord, il faut s'entendre sur ce qu'on dit enfant, et puis il faut s'entendre sur ce qu'on dit sur délinquance, donc en gros, on se trompe. Oui, voilà, en fait, il y a une grande peur dans l'espace public après 1945. On pense que c'est une génération perdue, une génération de délinquants, d'enfants en proie à la moralité, et en fait, pas du tout. Alors, statistiquement, on constate bien une augmentation de la délinquance dite juvénile, mais finalement, c'est parce que, d'une part, on va davantage contrôler les enfants. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un contrôle beaucoup plus accru, donc finalement, il y a beaucoup plus de peines. La législation est plus difficile, notamment sous Vichy. Et ensuite, finalement, il faut voir aussi quels sont ces faits de délinquance. Qu'est-ce qu'un fait délinquant? C'est un vol de vélo, du chapardage, manger, et des faits qui sont davantage dénoncés qu'avant, puisque se faire voler un vélo est beaucoup plus important pendant la guerre qu'après la guerre, ou avant. Et donc, finalement, on peut quand même nuancer cette explosion de la délinquance qui disparaît assez rapidement en 1949, quand tout le monde mange à sa faim et que la situation matérielle est à peu près rétablie. Et ce qui marque un peu la fin, dans le calendrier de la guerre, un peu de tout le monde et particulièrement des enfants, c'est un peu la fin de la guerre. À l'école, on en a dit un tout petit mot, mais je veux bien qu'on y revienne. Pareil, post-1945, démocratisation des rapports entre élèves et enseignants, instauration d'un certain nombre de choses. Oui, on va avoir une forme de généralisation de phénomènes qui ont déjà été testés dans l'entre-deux-guerres, et notamment un développement assez important en Europe occidentale de la pédagogie nouvelle, de l'éducation nouvelle. C'est-à-dire, en grosso modo, considérer que l'enfant a des besoins à l'école et qu'il faut s'adapter à ses besoins, mais aussi le rendre acteur de sa propre éducation et lui donner, par exemple, des responsabilités. Notamment, ça va se traduire par la création des délégués de classe qui vont choisir, par exemple, le programme des fêtes de Noël. Voilà. Il y avait un peu des préfets de division, des élèves qui étaient chargés d'encadrer les autres avant, dès la fin du 19e siècle, mais ils n'étaient pas élus par leurs petits camarades, et puis c'était plus pour contrôler, c'est ça? Voilà, c'était plus pour contrôler. Là, on est dans une démocratique. Et là, voilà, il y a une idée politique derrière qui est vraiment d'apprendre la démocratie. C'est la salle de classe comme démocratie en miniature. Et quand on dit éducation nouvelle, on pense à Freidet, pourtant c'était avant la guerre, on pense à Olive de Crolly. C'est directement l'inspiration. Voilà. C'est un Freinet. Et on pense de Crolly, et on pense Montessori, quelques autres. D'un dernier mot, les situations sont-elles, à quel point sont-elles différentes dans les 3 pays que vous avez étudiés? Justement, elles sont assez similaires pour les expériences des enfants. C'est ça qui a été vraiment une grande surprise. Moi, je m'attendais vraiment à trouver de profondes distinctions. Et là encore, c'est sur les 6-14 ans, les enfants qui sont scolarisés et qui ont un quotidien relativement homogène. On n'est pas du tout dans les adolescents. En fait, les expériences sont grossièrement similaires, les effets aussi de la guerre sur l'enfance, mais les solutions proposées ensuite vont être différentes selon les pays. Avec une énorme volonté, notamment en Allemagne, de rompre avec les modèles autoritaires qui ont conduit au nazisme. Exactement. Camille Mahé, la Seconde Guerre mondiale des enfants, pas la Seconde Guerre des enfants, ça vient de sortir aux presses universitaires de France, Allemagne, France, Italie, 1943-1949, et c'est la version grand public absolument passionnante de votre doctorat. Les années collège. Maintenant, vous restez avec nous. On va aller au collège Maurice Utrillo, c'est à Paris, dans le 18e, un collège qui a revécu une espèce de coda des Jeux Olympiques. Les années collège, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Amélie Paris, professeure documentaliste au collège Maurice Utrillo. Amélie, bonjour. Bonjour. Collège star, puisque votre collège s'est transformé en mini-club 2024. Alors, il y a eu le club 2024 à la Villette, mais le mini-club, c'est un espace de célébration où les élèves ont vécu pleinement l'aventure des Jeux paralympiques. Vous nous racontez cette expérience assez formidable? Eh bien oui, alors ce mini-club a duré 3 jours et c'était un moment exceptionnel vraiment pour tout le monde. Alors, il s'est déroulé du 4 au 6 septembre, donc en même temps que les Jeux paralympiques. Donc 3 jours intenses pendant lesquels les élèves ont pu s'essayer à différentes pratiques paralympiques comme le paratir à l'arc, l'handibox, le paratennis de table, et à chaque fois, ils étaient accompagnés par des bénévoles de l'association Handisport de Paris. Ils ont également pu rencontrer des para-athlètes récemment médaillés, comme Jules Ripstein, arrivé avec sa médaille d'or autour du cou suite à sa magnifique victoire en para-triathlon, ou la médaillée d'argent en para-taekwondo, Jelika Diallo. Et donc, pendant ces 3 jours, nous avions un immense écran dans la cour du collège. C'est du propre. Alors, on fait la rentrée sans
sans les écrans et vous mettez un écran dans la cour. Énorme, qui diffusait... Les Paralympiques ont bon dos. Voilà, en direct les épreuves et tout le collège avait été redécoré pour l'occasion aux couleurs des Jeux olympiques et paralympiques avec par exemple une piste d'athlétisme devant le CDI, ouais, et puis la frige qui se déplaçait un peu partout dans l'établissement. Bon, vous en parlez avec un enthousiasme difficile à masquer. J'imagine que le moment était assez magique, mais en plus vous nous avez pas tout dit parce que les élèves ont pu interviewer rien moins que Tony Estanguet, le président de Paris 2024, et Marie-Amélie Le Fur, formidable athlète, présidente du comité paralympique et sportif français. Ils sont venus au collège. Oui, pour l'ouverture du mini-club. Alors c'était un moment évidemment très très fort. Il pleuvait pas au moins, c'était votre cérémonie d'ouverture à vous. Non, il faisait très beau. Il a beaucoup plu le lendemain, mais ce jour-là il faisait très très beau. Et puis évidemment tout ne s'est pas passé comme on l'imaginait. Alors on savait qu'il serait présent, donc on avait eu le temps la veille dans un temps très court parce que c'était la rentrée pour les élèves de 5e et de 4e. Ce sont les élèves qui font partie de l'atelier journal. Donc on a eu le temps de se préparer rapidement quand même. Et puis en fait, quand on les a vus entrer dans le CDI avec une cinquantaine de journalistes, avec la ministre démissionnaire de l'Éducation nationale Nicole Belloubet, avec la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, avec le recteur, avec le sous-préfet. Bon, évidemment, c'était pas comme on l'imaginait, c'était un peu stressant. Et ça s'est passé comment alors ? Ça s'est très très bien passé. Ils ont très bien géré le stress. Donc ils se sont retrouvés autour d'une table avec Tony Estanguet, avec Marie-Amélie Le Fur, avec tout le monde autour qui les écoutait, qui les regardait, qui les filmait, qui les photographiait. Ils ont assuré ? Et puis ils ont assuré. Ils avaient leur petit carnet de reporters. Heureusement, on avait tout préparé. Et puis ils se sont lancés comme il fallait. Et il y a eu d'autres élèves, ceux de la classe média, qui ont également pu les interviewer au micro de Utrio Info. Oui, exactement. Je vous ai amené un extrait. Donc ça, c'est l'interview de Marie-Amélie Le Fur par Marie, donc une élève qui vient de faire son entrée en 3e et qui était l'année dernière en classe média. Comment avez-vous trouvé notre collège aux couleurs des Jeux paralympiques ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne sais pas si autour de la table vous partagez, mais moi je trouve qu'on s'y sent bien à ce collège, effectivement, parce qu'il y a les couleurs paralympiques, il y a la ferveur des Jeux, de vous voir comme ça nous accueillir et d'accueillir nos médaillés, nos sportifs paralympiques. Pour nous, c'est important parce qu'on voulait vraiment que ces Jeux paralympiques vous permettent, vous en tant qu'élève, de changer votre regard sur la situation de handicap, vous permettent de découvrir les parasports. Donc ça fait chaud au cœur de vous voir comme ça soutenir nos athlètes paralympiques français. Waouh, extraordinaire. Ça, c'était le jour de l'ouverture du mini-club, la cérémonie d'ouverture. Pas de pluie. Les 2 jours suivants, donc, vous nous avez dit, les élèves ont pu tester des disciplines paralympiques dans un environnement, là aussi, qui a été repensé pour l'occasion. Il n'y avait pas seulement la piste. Elle est restée d'ailleurs, la piste du CDI ? Oui, toujours là, la piste. Ah, génial. Vous faites des courses là, avec les 3 couloirs ? Moi, non, les élèves aiment bien. Mais ça sans blague. Dingue. Et donc, oui, on a fait en sorte que le maximum de collégiens puissent participer sur 1 heure à l'un de ces ateliers proposés. Et puis, nous avons eu la visite d'anciens champions paralympiques qui ont également été interviewés par certains élèves de la classe média et de l'atelier journal. Amélie, merci pour ce beau récit. Je pense que vous vouliez aussi faire un petit clin d'œil à celles et ceux qui œuvrent au quotidien et depuis tant d'années pour l'éducation aux médias et à l'information. Grand complice de tous les professeurs documentalistes de ce pays, le Clémy. Le Clémy, évidemment. Allez, coup de chapeau à qui ? Médaille d'or à qui ? Eh bien, à Thomas Rouchier, donc du Clémy, et à Marianne, parce que c'est eux quand même qui ont fait les photos. Et à Marianne Danès. Et qui nous ont tout envoyé. Donc merci au Clémy. Voilà, qui vous accompagne. On connaît bien le Clémy parce qu'il y a la semaine de la... Alors, qui s'appelle comment ? C'est plus la semaine de la presse à l'école maintenant. La semaine de la presse, c'est des médias... Alors moi j'ai le droit de pas savoir, vous n'avez pas le droit. Bon. Mais évidemment, il n'y a pas que cette semaine-là, c'est pendant toute l'année un tas d'initiatives qui sont portées, notamment beaucoup par les professeurs documentalistes. Merci beaucoup, bravo pour cette rentrée paralympique et olympique. On espère que... Ça a eu un petit effet sur l'atmosphère d'ailleurs ? Ah bah oui, c'était... C'est vrai ? Non mais je veux dire, ça reste un peu dans les jours qui suivent ? Ah bah oui, tout le monde en parle encore. Et comme il y a toutes génial. pas toutes, mais certaines installations qui sont restées, on est encore dans l'effervescence. Bon, il faut faire les JO tous les ans à Paris, moi, c'est ce que je dis aux les Paralympiques. Amélie, merci beaucoup. Merci aussi à Camille Mahé de nous avoir accompagnés. Bravo pour ce formidable travail. Évidemment, je l'ai dit, on ne peut pas tout raconter. C'est un doctorat. Le bouquin, pourtant, vous avez dû réduire, j'imagine. On réduit toujours un petit peu. Grand fait livre, il fait 440 pages. Quand même, il vient de sortir au PUF, mais je vous invite vivement à le lire. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage. Marine Plantec à la préparation de l'émission, qui en régie est aujourd'hui au son avec Saïd Mamou et Théo Boscar à la réalisation. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez nous H24 sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et comme vous le savez, depuis la rentrée, vous retrouvez aussi le Grand Oral en version audio sur les principales plateformes de podcast.